Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez découvrir cette vidéo. Nouvel épisode de cette émission Fait Croquer. Je rappelle, Fait Croquer, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est une émission dans laquelle je discute, je rencontre des personnes qui questionnent à leur manière le cinéma sur Internet. Ça peut être des revues de cinéma, ça peut être des blogs, des vlogs, ou alors un confrère, youtubeur, et qui est à côté de moi, Dead Will. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et j'espère que tu vas bien. Très bien, merci à toi de m'avoir invité, justement. Je t'en prie. Alors, Dead Will, il y a quelque chose qui est assez incroyable et moi qui me touche particulièrement quand on regarde tes vidéos. Dead Will, quand je lui ai proposé de faire cette interview, il m'a écrit un long mail dans lequel il expliquait un petit peu les intentions de cette chaîne, qui est assez incroyable. Et en fait, il évoque beaucoup la notion de transmission. Transmission que lorsqu'on regarde ces vidéos, on découvre cela. On devra en parler beaucoup plus tard. Et avant de te poser la première question que je pose à tout le monde, à savoir quelle serait ton image marquante qui t'a tellement marqué qu'elle a construit ce que tu es devenu aujourd'hui, je voudrais d'abord qu'on parle de cette notion importante qui est la transmission. Et alors déjà pour toi, est-ce que c'était une évidence de mettre en application cette idée même de transmission quand tu as créé cette chaîne, petit 1, et petit 2, est-ce que pour toi cette transmission elle fonctionne lorsque l'image a un sens? Voilà. Alors déjà, ouais, je pense que sans y avoir réfléchi intrinsèquement, la transmission était en moi, parce que même si je refais un peu mon parcours de vie, tu vois, j'étais pendant 10 ans à faire de la recherche au CNRS et en fait, je faisais beaucoup de vulgarisation. C'est une partie du travail que j'aimais où je développais des projets on n'était pas obligé de faire et j'y allais dedans. Donc déjà, c'est qu'en moi, il y avait ce truc-là. Après, du coup, quand j'ai créé ma chaîne, le but premier, c'était effectivement de transmettre ma passion. Et au début, j'ai un peu de mal à trouver, on va dire, mon axe. Enfin, tu sais, on tâtonne un petit peu, quoi. Et c'est vrai que, on va dire que j'ai la modestie de savoir que mon avis n'a pas grand intérêt sur un film. En tout cas, c'est pas quelque chose que moi je vais rechercher sur Internet, tu vois, de l'avis de quelqu'un, ça m'importe pas beaucoup. Par contre, je me dis qu'il faut apporter une plus-value pour que ça soit intéressant que juste de parler d'un film. Et c'est vrai que la notion d'éducation populaire, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et donc, utiliser... alors, moi, m'épanouir personnellement en amenant un côté artistique et très personnel, de sincère dans ma manière d'écrire mes chroniques sur les films, où en fait, je parle beaucoup de la vie plus que du film. Et du coup, forcément, je parle aussi de moi, parce que c'est moi qui écris de manière totalement subjective. Mais d'essayer vraiment d'apporter à chaque fois de la vulgarisation culturelle, philosophique, scientifique ou même de techniques de cinéma. Enfin, bref, vulgariser les choses au travers du film, mais toujours en s'appuyant sur le film, bien sûr, comme matériau de base, en utilisant le sujet du film, ce que lui transmet, et en essayant de le déployer au maximum pour le creuser, quoi. Et pas juste dire ce film parle de, je sais pas, de la lutte des classes, mais essayer d'aller montrer en quoi réellement le film parle de la lutte des classes et du coup comprendre ce qu'il va nous dire dessus, élargir en vulgarisant ce concept et intégrer tout ça un peu dans une mini-fiction qui va reprendre la mise en abîme du film, qui me permet moi aussi de me faire plaisir en fictionnant un peu tout ça, puisque forcément, quand on aime le cinéma, on aime la fiction. Du coup, l'idée de ma chaîne, c'est un peu que le cinéma se base sur la réalité pour créer une fiction. Et moi, je vais essayer de déconstruire cette fiction en la ramenant à la réalité, tout en la réenrobant d'une fiction avec mon personnage, quoi. C'est une sorte d'aller-retour comme ça. C'est un peu comme ça que je vois ma chaîne. Quelle est cette Pardon, excuse-moi, je t'en prie. Non, j'allais dire, et tout ça, c'est un peu défini au moment où j'ai fait ma vidéo sur Fight Club, où ma thèse, c'est que Fight Club est un film bouddhiste.
Et du coup, c'est vraiment là où j'avais senti que j'avais un angle d'attaque qui était très peu commun sur ce film et que c'était l'occasion justement d'essayer de l'argumenter. Et du coup, ça m'a amené à vulgariser pas mal de choses. Alors forcément autour du capitalisme, etc. Mais du coup, beaucoup autour du bouddhisme. Alors, je suis pas du tout lié au bouddhisme, mais du coup, j'ai aimé le fait d'analyser le film en même temps de vulgariser quelque chose et de mettre en abîme ça avec mon personnage. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que la chaîne a vraiment trouvé son axe, quoi. Mais tu évoques la notion de vulgarisation. Est-ce que c'est réellement de la vulgarisation? Est-ce que c'est tout simplement, une forme d'éducation? Ouais, C'est-à-dire, tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vulgarisation, justement, j'ai fait un peu de vulgarisation scientifique sur ma chaîne. Là, j'ai quelques épisodes où là, c'est clairement de la vulgarisation. Donc, oui, c'est vraiment de l'éducation. C'est plus de l'éducation populaire, mais vraiment. En fait, je pense qu'on s'en rend même pas trop compte. Moi-même, j'en ai pris conscience en regardant pas mal de conférences gesticulées, notamment une sur la culture. Et c'est en regardant cette conférence que j'ai pris conscience que ma chaîne avait cette vocation d'éducation populaire. Mais en fait, c'est tellement, je dirais, entrecroisé inséré dans mon écriture et dans. En fait, j'essaye vraiment d'être sans filtre quand j'écris et d'être sincère, dans une sincérité. Tu vois, je vois un peu l'écriture comme quelque chose en étant un auteur, quoi, et pas juste vulgariser des techniques en donnant de soi, quoi. Parce que c'est ce que en étant musicien, c'est ce que je fais aussi, et j'ai toujours. Après, je suis peut-être incapable de faire autrement. Je dis pas que c'est vraiment un point de vue, mais en tout cas, je pense qu'être juste un vulgarisateur pur et dur, je continuerai pas, je m'épanouirai pas là-dedans. D'ailleurs, quand je vulgarise quelque chose, c'est beaucoup plus simple à écrire. Genre, je mets 10 fois moins de temps que de produire une pensée qui émane de soi et d'essayer de creuser un peu là-dedans et d'insérer tout ça, quoi, de manière. Je dirais que c'est la phase la plus dure d'ailleurs de l'écriture, hein, c'est d'insérer à la fois une écriture personnelle construite sur une analyse qui se veut assez rigoureuse et d'essayer de transmettre. Du coup. Mais je suis content parce que je vois souvent dans les commentaires que les gens aiment justement ma sincérité et aiment bouffer de la culture. C'est un peu le mot d'ordre de la chaîne. Oui, oui. Et c'est vrai que du coup, je vois que ça, avec le temps, j'ai quand même réussi à allier le fait à la fois toucher les gens par l'écriture et leur apprendre quelque chose. Enfin, j'ai beaucoup ressenti sur la soupe aux choux où justement, j'ai bien vu que plein de gens ont été touchés parce que je pense que c'était un film qu'ils aimaient plus jeunes et qu'ils avaient honte de dire qu'ils aimaient à cause des proutes et tout ça. Et voilà. Et ouais, je dirais aussi la chose fondamentale de ma chaîne, c'est de surtout pas avoir un point de vue élitiste et que je peux retrouver beaucoup justement dans le cinéma qui me dérange. Je vais pas faire de la critique pour des gens qui aiment déjà. Alors, on va dire les cinéphiles et les non-cinéphiles, je pense, peuvent s'y retrouver. Mais je vais pas justement parler uniquement aux cinéphiles. C'est ça la notion de transmission que tu as pu sentir. Et même si tu veux, je sais que je me suis un peu, comment dire, je me suis un peu saboté avec mon personnage zombie parce que beaucoup me l'ont dit. Beaucoup s'étonnent, si tu veux, que la chaîne marche pas un peu plus. Et beaucoup pensent que ça vient du personnage. Et moi, je sais qu'il y a certainement un mépris un peu dû à la forme de voir ce personnage zombie. Mais c'était vraiment une volonté de ma part. En fait, moi, j'ai toujours voulu intéresser les gens à la rigueur qui s'attachent au personnage et qu'en s'attachant au personnage, ils vont lui faire confiance. Et après, ils vont pouvoir s'intéresser justement à des choses qui se seraient peut-être pas autorisés à s'intéresser, qu'ils n'auraient pas été voir d'eux-mêmes, etc. Donc, et c'est tout l'inverse que justement d'essayer d'être dans l'ego et de montrer tout un savoir pour avoir l'estime des gens. C'est vraiment essayer justement d'attirer les gens par différents biais et de leur amener des choses nouvelles, les intéresser à d'autres choses, quoi. Mais en toute modestie, hein, bien sûr, parce que je sais pas si la manière dont je le dis, c'est
Ah non, non, mais, enfin, mais en tout cas, tu as dit trois, quatre choses extrêmement importantes et qu'il faut absolument que je rebondisse dessus. Alors déjà, commençons par le début, à savoir qu'effectivement, tu endosses le costume d'un personnage que tu as inventé, un personnage de fiction. Ça, c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas ta chaîne, qui auraient l'outrecuidance de ne pas connaître ta chaîne, qui s'appelle donc Dead Wheel. Et c'est un personnage, c'est un zombie. Voilà, et qui s'éparpille un peu sur pratiquement toutes les vidéos. Il y a des vidéos dans lesquelles tu n'es pas le zombie, mais c'est vrai que c'est un personnage et tu l'assumes pleinement, tu le joues même assez bien d'ailleurs. Il y a même parfois des lives, enfin pas des lives, des conversations que tu as avec d'autres vidéastes où tu es grimé, maquillé, et tu es le zombie. Alors, on va parler d'abord de ça, et j'ai deux, trois choses sur lesquelles je dois rebondir. Tu as dit par rapport au point de vue élitiste, par rapport au sens même de l'image, ça m'intéresse énormément. Et ensuite, on terminera certainement par la fameuse première question que j'aurais dû te poser, à savoir l'image marquante. Mais c'est très intéressant. Ce personnage de fiction, alors tu y as plus ou moins répondu à cette question que je vais te poser, mais je vais essayer peut-être que tu auras d'autres choses à me dire. Ne crains-tu pas, avec ce personnage de fiction qui est extraordinaire, j'ai l'impression que dans cette chaîne cohabitent deux personnages, le réel qui est toi, là, celui qui est à côté de moi, et ce personnage de fiction. Et parfois, cette cohabitation entre fiction et réalité au sein même d'une même chaîne, ça peut créer soit des digressions, soit ça peut déréaliser un peu les attentions. Ça me rappelle une autre chaîne YouTube qui s'appelle Va des Rétro Cinéma, dans laquelle Valentin parle d'un film. Il y a la voix off calquée sur donc des images, voix off très, très officielle, très scientifique, qui explique les tenants, les aboutissants du film. Et de temps en temps, lui, qui est personnage de fiction et qui fait une blague. Et je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais ne crains-tu pas que entre le moment officiel, scientifique, où l'on apprend des choses, et le moment vanneur, est-ce que ne crains-tu pas que ça déréalise quelque chose? Il m'avait dit non, parce que c'était la trame de sa chaîne. J'aimerais te poser cette question-là. Est-ce que ne crains-tu pas que ça déréalise les intentions premières de ce que tu veux faire avec cette chaîne? Ouais, c'est assez compliqué. En fait, je peux refaire vite fait aussi l'historique, c'est que à la base, j'écrivais une web-série avant de commencer ma chaîne, où c'était un couple de zombies qui était parfaitement intégré dans la société d'aujourd'hui. Et du coup, personne ne captait que c'était des zombies. C'est-à-dire, ils travaillaient comme tout le monde, etc. Et le but, c'était vraiment de faire une satire sociale de nos comportements, etc. Et en fait, j'ai voulu garder ce personnage au départ sur YouTube, aussi pour amener quelque chose un peu de nouveau. À l'époque, je voyais pas beaucoup de choses comme ça. Et puis, garder cette idée d'un personnage qui a été aliéné par la société et qui, en fait, essaye de s'émanciper ou de maintenir un cap, de pas sombrer totalement dans sa zombification en bouffant de la culture. Tu vois, c'est un peu le principe du personnage, quoi. Et du coup, d'essayer de transmettre ça aux autres. Après, au début, j'étais très attaché à ce personnage. Et comme souvent, au fur et à mesure, je m'en suis un peu détaché. Je pense que j'ai plus assumé de me montrer tel que je suis moi. Et c'est vrai qu'avant même, je recevais des youtubeurs grimés. Maintenant, je le fais quasiment plus pour ce format, pour m'offrir un peu plus de liberté. Après, on va dire pour le format principal, pour le moment, je garde encore Dead Wheel parce que je trouve... le truc, c'est que souvent, quand on fait des chaînes YouTube, on est souvent tout seul. Tu vois, on n'a pas accès à des... justement, c'est un peu le but. Enfin, moi qui ai fait les deux, c'était aussi quand travailler en équipe, c'est très bien, mais souvent, ça avance pas comme on veut. Ça dépend de tellement de nombre de gens que voilà. Et la chaîne YouTube, ça permet un peu ça. Ça avance aussi vite qu'on veut ou aussi lentement qu'on veut. Si ça marche pas, on est responsable du fait qu'on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on voulait faire, etc. Et du coup, à l'inverse, on n'a pas les moyens de faire ce qu'on voudrait. Du coup, en ayant ce personnage, ça me permet aussi parce que je joue souvent deux personnages, un humain et un Dead Wheel. Du coup, ça me permet de pouvoir créer une fiction un peu plus facilement en ayant déjà deux personnages que je peux incarner. Et surtout, par exemple, quand je mets un zombie
quand je fais mon analyse de la soupe aux choux et qu'en fait, il y a un extraterrestre de putaclico qui vient pour le réquisitionner, voilà, et ben, ça permet aussi d'amener quelque chose d'un peu plus léger et d'un peu nouveau. Et c'est vrai que je fais plus trop de faire une voix off et d'un seul coup, entre la voix off, le personnage va parler comme s'il faisait partie de la voix off. Je découpe vraiment ça, c'est limite la fiction, si je la redécoupais et je la recondensais, on pourrait la regarder en tant que telle. Bon, il n'y aurait peut-être pas grand intérêt, mais en tout cas, je vois vraiment ça, il y a Dead Will et les phases de voix off, il y a Will. Il y a vraiment moi, avec ma sincérité, et pour éviter aussi de se taper 35 minutes de voix off d'analyse, ça permet, je trouve, d'encapsuler tout ça et d'amener un peu de légèreté parce que, comme je le disais, je me prends surtout pas au sérieux et c'est surtout pas le but. Après, je vois bien que genre ma vidéo sur Édouard Main d'Argent, c'était uniquement de la voix off et ça n'a pas plus gêné que ça les gens. En fait, il y a les gens qui aiment beaucoup Dead Will et qui veulent le voir à chaque fois. Il y a des gens qui l'aiment pas. Et puis, il y a ceux qui s'en foutent. Je pense 90% qui me disent « Fais ce que tu veux, on te suivra dans ce que tu veux ». Et ça m'a fait du bien aussi pour me libérer justement de ce personnage et me dire « Je peux faire au bon vouloir de si j'en ai besoin pour la fiction, si j'en ai pas besoin, etc. » Après, ton personnage, il est complètement lié à cette chaîne. C'est-à-dire que mais après, c'est compliqué de ne plus le voir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne le voit plus, il nous manque quelque chose. Donc, Ouais. c'est au début que c'est assez surprenant. Mais après, on le voit que tu joues pleinement et tu l'assumes constamment. Mais il y a un rapport comme ça aussi avec pas mal de beaucoup de chaînes YouTube. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de YouTubeurs, de confrères et concerts aussi, qui ne sont pas maquillés réels, ne sont pas grimés ou maquillés, n'endossent pas un costume. Ils sont comme toi et moi, dans leurs habits. Mais ce sont quand même des personnages de fiction. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. J'allais te dire, quand tu disais ça, ça m'a fait penser, je suis un très grand fan de Stupéflip, tu sais. Ah oui, moi aussi. Ah bah, tu vois. Okay. Donc, tu verras, dans mon décor, il y a des masques de Stupéflip. D'ailleurs, à la fin de la soupe aux choux, c'est Abat la hiérarchie de Stupéflip. Et c'est vrai que je me souviens de King Ju qui disait qu'il comprenait pas que les artistes se montrent tels qu'ils sont, qu'il y avait une sorte d'impudeur, enfin de dire mais je monte mon ego comme ça et quand je rentre chez moi que je me regarde devant la glace, qu'est-ce que je pense de moi, qu'est-ce que je me dis. Et c'est vrai que je me disais qu'il y avait quelque chose d'un peu plus assumé limite. Comme tu dis, on est tous un personnage. Même là, je suis certainement un personnage, je suis pas réellement moi parce que le dispositif fait que on se connaît pas depuis des années et que je suis en train. Enfin bref. Et c'est vrai que le zombie, au moins, j'assumais totalement d'être un personnage, tu vois, et pas, comme tu dis, essayer d'incarner sur les réseaux sociaux toujours le mieux de notre personnalité et d'effacer un peu tout le reste, quoi. Au point que je m'étais déjà dit que si je devais faire une deuxième chaîne YouTube qui serait pas liée au cinéma, j'aimerais carrément faire un truc sans cut et qui montre vraiment à quel point, en fait, tout ça, c'est que du montage et qu'en réalité, on est faillible, on fait des erreurs, des échecs, on se trompe tout le temps. Et enfin, ce que j'aime là dans le direct, tu vois, par exemple. Par exemple, c'est ça. Mais qu'est-ce qui t'a donné comme ça l'envie très forte? Parce que c'est quand même une configuration qui est très très particulière, se retrouver devant une webcam ou devant une caméra et de parler seul. On croit qu'on parle à des gens, mais on parle seul. Ouais. Et on va pendant 20 minutes ou une demi-heure ou 3/4 d'heure, je ne sais pas, parler d'un sujet qui nous est cher. Qu'est-ce qui a fait que tu as un peu répondu à cela au début, mais j'aimerais que tu développes cet aspect-là. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es lancé là-dedans et que tu prennes de ton temps, que tu aies envie d'éduquer, de transmettre aussi des choses en disant que ça, c'est très, très important. J'ai cette impression qu'à aucun moment, tu tutoies le spectateur qui te regarde, mais à aucun moment, tu es au-dessus de lui. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne particulièrement. Ah bah ouais, là, clairement... je me place jamais au-dessus de quelqu'un, quoi. Ça, c'est ce que je peux reprocher justement parfois, quand je regarde certaines chaînes. Quand je te disais, j'aime avoir l'avis de quelqu'un, ça m'intéresse pas en fait. Moi, je m'en fiche de la personne. Ce qui va m'intéresser dans son avis, c'est comment elle va le construire.
Par exemple, en ce moment, j'écoute beaucoup La gêne occasionnée avec François Bégodeau. Je m'en fiche en fait que François Bégodeau il ait aimé le portrait de la jeune fille en fleurs. Et ce que j'aime, c'est en feu. Ouais. Ce que j'aime, c'est de la manière dont il l'analyse, dont il va se baser sur le film, comment il va ouvrir tout ça. C'est génial ce que tu dis, c'est exactement ça. Bah oui. Et c'est vrai que je me mets pas du tout au même niveau, bien sûr, mais c'est ce que j'essaye de faire, quoi. Et c'est pour ça que je parle jamais de films. Quand je vais au cinéma, je reviens pas, j'en fais pas une critique parce que je l'ai déjà fait et je trouve que c'est pas intéressant ce que j'en dis. J'ai pas assez de recul. En tout cas, j'ai pas cette capacité d'analyse qui ferait que je trouverais ça intéressant. Et là, je m'aperçois que j'ai un peu oublié ta question. La question, elle est... Non, mais ça rejoint parfaitement. Ça rejoint parfaitement. La question était de savoir qu'est-ce qui a fait que tu aies voulu te retrouver dans ce genre de configuration. Parce que je crois qu'il faut vraiment. Alors déjà, d'une part, il faut selon moi, je pense qu'il faut avoir confiance, une confiance totale à celle ou celui qui va te regarder en sachant qu'il est de nature intelligente. Et deuxièmement, il faut aussi avoir confiance dans le sens de l'image. L'image a un sens qui est encore très très puissant, très fort, et je pense qu'il faut vraiment avoir confiance dans l'image en elle-même pour pouvoir se lancer dans ce genre d'aventure. Ouais, c'est sûr. Tout à l'heure, attends, je me refais le chemin que j'avais. Je pense aussi... Là, si je vais dans un truc un peu plus psychanalytique ou psychologique, ce que j'ai toujours recherché dans l'art, que ce soit dans la littérature, la musique ou le cinéma, c'est que, en fait, tu as des œuvres qui te montrent que tu n'es pas tout seul à vivre ce que tu es en train de traverser. Tu vois, tu lis, je sais pas, enfin, typiquement, je pars un truc tout con, mais tu écoutes une chanson triste sur une rupture amoureuse, et ben d'un seul coup, tu te sens moins seul. Enfin. En plus, moi, j'aime beaucoup les artistes très torturés, tu sais, qui sont dans la sincérité, le côté très brut. J'assume totalement ce que je suis dans ma noirceur aussi. Et moi, ça m'a toujours accroché. C'est comme des bouées de sauvetage où du coup, tu te sens moins seul face au réel, tu vois. Et c'est ce que je fais beaucoup via la musique. Enfin, moi, c'est ce que j'ai beaucoup recherché, ce que j'ai essayé de faire avec la musique. Et en fait, je me suis aperçu que même si le format est totalement différent, parce que là, on se base sur des images, comme tu dis, sur de l'écriture, donc c'est plus intellectuel. Enfin, on intellectualise beaucoup plus les choses de le fait de les écrire. Mais en réalité, ça m'a rattrapé. C'est que si j'ai besoin de donner cette sincérité, c'est que, en fait, j'essaye toujours de retransmettre aux gens ce que moi, je cherche dans l'art. C'est-à-dire que s'ils peuvent se sentir un peu moins seuls à un moment donné, qu'un de mes propos va faire écho chez eux, que ça va leur faire du bien. Ce qui m'a beaucoup touché quand j'ai fait American Beauty, parce que j'ai eu vraiment des commentaires touchants au point de j'envoie ça à quelqu'un qui est dépressif, ça va aller, enfin des trucs comme ça. Et là, ça m'a bouleversé. Parce que je me suis dit, c'est peut-être même là que j'ai compris que finalement, je cherchais aussi ça tu vois, au travers de mes vidéos. Alors, je dis, c'est pas le but premier, parce que le but premier reste quand même d'analyser un film, hein. Mais en tout cas, le but n'est certainement pas d'analyser que le film, mais de parler de plein d'autres choses et que les gens puissent se raccrocher à tout ça. Et c'est vrai qu'aussi, tu sais, quand tu as plein d'amis qui sont pas du tout cinéphiles et que tu vas voir un film et puis que toi, tu peux leur donner, parce que tu es plus habitué, une fois de plus, tu n'es pas au-dessus d'eux, tu es plus habitué. Tu leur donnes des clés de compréhension et ils sont là. Ah, mais j'avais jamais vu ça comme ça, c'est incroyable, j'irai le revoir d'une autre manière. Et ben en fait, tu te dis, du coup, il y a vraiment matière à faire ce travail pour du coup intéresser les gens soit à découvrir d'autres œuvres, ou soit à re-regarder. C'est pour ça que je prends que des œuvres cultes, hein, quand je fais mes grosses analyses, à les re-regarder un petit peu différemment, quoi. Et c'est sûr que le pouvoir de l'image, mettre une voix off et avoir une image qui illustre directement ton propos, je trouve que c'est super puissant, quoi. Parce que ce que je faisais beaucoup au début, c'est que j'ai peut-être encore un peu de mal. Tu vois bien que je parle beaucoup. Très bien. Non, mais moi, je suis très content de t'écouter, hein.
Non, mais quand j'écris... J'ai 50 questions dans la tête, mais je suis très content de t'écouter. Ouais, ce que je veux dire, c'est que quand j'écris, en fait, j'écris des pavés, des pavés, des pavés. Et, et en fait, au début, je gardais tout. Mais tu sais, c'est toujours le problème. Au début, tu gardes tout, plus ça va, plus t'enlèves. Et maintenant, je prends de plus en plus conscience que l'image est tellement un support à ce que tu dis que t'as pas besoin de surexpliquer non plus tes propos pour être sûr qu'on comprenne bien ce que tu veux dire. Tu sais qu'il n'y ait pas de place à réinterprétation, quoi. Et pour ça, l'image est super puissante, ouais. T'as mis combien de temps pour accepter cette subjectivité et surtout te dire que ça doit être ça l'aspect principal pour dans l'écriture, pour cette chaîne? Ça s'est fait très vite? Ça s'est fait très vite parce que c'est dans ma personnalité. Mais au début, la première année, je pense que la première année, je n'étais pas là-dedans. La première année, j'étais trop focalisé sur mon personnage et à essayer de créer un personnage, comment dire, auquel on va s'attacher. Et au début, mais après, faut remettre. Aujourd'hui, les vidéos sont longues sur YouTube. À l'époque, c'était beaucoup moins long, il y a 4-5 ans. Et je m'interdisais, je pense, d'être trop sérieux, tu vois, dans mon écriture, justement. J'axais beaucoup plus sur en fait, c'était plus le personnage, le centre de la chaîne. Et un an après, là, c'était plutôt moi, enfin, mon analyse, on va dire, qui était devenue réellement le centre. Et le personnage venait enrober tout ça. Tu vois, je suis quand même parti du personnage et il a fallu un peu que je tue le personnage, que je tue le zombie pour réinvestir un peu la chose. Attention, parce que tous les auteurs qui ont voulu tuer leur personnage de fiction, à un moment, ils se sont fait rattraper par eux. Hein. Je pense à Conan Doyle, par exemple. Il a dû ressusciter Holmes. À un moment, tu as évoqué cette problématique qui peut être omniprésente, à savoir être dans l'élitisme, quelque chose de cet aspect-là. Alors, deux choses. Premièrement, ça te fait très peur, ça? Et puis surtout, pourquoi ça te ferait peur? Et puis deuxièmement, ce serait quoi pour toi vraiment l'élitisme? C'est quoi exactement? Est-ce que ça existe un parler c'est une question un peu provocatrice, je l'avoue. Mais est-ce que ça existe un parler comme ça élitiste? J'aimerais bien comprendre ce que c'est à peu près selon pour toi. Ouais, ok. Eh ben, je pense que tout ça est très lié aussi à ma condition sociale, c'est-à-dire que je viens d'un milieu prolo. Et voilà, j'ai accédé, tu vois, en faisant de la recherche, tout ça, à des mondes un peu différents. J'ai fait à la fois du travail à la chaîne, j'ai fait des conférences un peu partout. J'ai essayé de produire des choses et aussi, ça a aussi donné un peu la naissance de la chaîne. Hein. C'est que, en essayant de produire des choses, notamment ma série, j'ai eu très vite des contacts. Alors qu'on m'avait dit que c'était très dur que les prods te répondent, c'est avec Canal, des trucs comme ça. En fait, dès que je montais à Paris et qu'on parlait sujet, ils me demandaient, t'as eu quoi comme visa par le passé? Enfin, si tu veux, je sentais tout de suite qu'il y avait un truc de classe, quand même, clairement. Et j'ai fait face à pas mal de mépris de classe, hein. Mais aussi parce que, du coup, je m'intéresse pas mal au déterminisme, à toutes ces choses. Et en fait, je pense que c'est peut-être plus que de l'élitisme, c'est ce truc de surtout pas mépriser les gens, tu vois. Et quand je parle d'élitisme, je sais pas, j'ai l'impression que, en fait, je veux pas laisser des gens sur le bord de la route, quoi. Et puis, comment dire, en fait, l'élitisme, je le vois un petit peu comme de l'anti-vulgarisation, dans le sens, tu vas parler à des gens qui savent plus ou moins déjà ce dont tu leur parles, et c'est juste l'occasion de mettre ton ego en avant et de te faire mousser. L'éducation populaire ou la vulgarisation, c'est mettre ton ego en retrait au service du savoir et de le transmettre aux gens, quoi. Et quand je dis élitiste, c'est des fois, j'ai l'impression que des gens, je vais pas citer nom ou quoi, mais tu vois, vont un peu surjouer dans leur vocabulaire, dans tout ça, pour se mettre en avant et du coup ne surtout pas parler aux
au bas peuple, tu vois, qui regarde des comédies françaises. Tu vois, c'est un peu ce truc-là, c'est un peu méprisant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et en fait, il faut les intéresser, ces gens-là. S'ils regardent ça, tu sais, on est déterminé par plein de choses. Hein. Et moi, franchement, bah, on en viendra à la fin, mais c'est pas mes parents qui m'ont transmis la passion d'un grand cinéma ou de choses comme ça, quoi. Et finalement, ma famille, ma sœur, etc., regarde pas beaucoup de films. Et en fait, avec ma chaîne, et ben en fait, ils vont voir après les films et ils se disent ah mais c'est incroyable, j'aurais jamais compris tout ça. Et en fait, je vois bien que ça marche, que ça les a intéressés et que du coup, en fait, ils se mettent à regarder un film qu'ils s'autorisaient pas à regarder parce qu'ils vont se dire, je sais pas, je dis le truc cliché, un film en noir et blanc pendant 1h30 en plan fixe, ça n'a rien d'intéressant. Alors qu'en fait, bien sûr que ça a quelque chose d'ultra intéressant. Donc, tu vois, l'élitisme, c'est pas rejeter un pan de l'art, hein, tu vois, c'est pas du tout ça. C'est de la manière dont on en parle et dont on s'en sert, soit pour transmettre, soit pour s'ériger en l'utilisant comme capital symbolique, tu vois, par exemple. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est très très fort ce que tu dis quand tu dis par exemple ne pas laisser quelqu'un sur le bord de la route. Ça me parle beaucoup parce que j'ouvre une petite digression un peu subjective, mais c'est vrai que en tout cas avec ce que j'essaie de faire chez Microciné depuis 2 mois, c'est essayer de parler de beaucoup de choses que moi j'ai découvert tardivement parce que j'avais pas l'épaisseur qu'il fallait. Et puis je sentais très vite aussi que par exemple Hervé Guibert, c'est pas quelqu'un qui m'a dit va lire Hervé Guibert. C'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai dû le lire seul et donc essayer de le comprendre seul. Et c'est pas si évident d'ailleurs. Et bon, heureusement qu'ensuite je lis d'autres choses qui me font comprendre Hervé Guibert. Mais quand je fais une vidéo quand j'interviewe un spécialiste de l'œuvre d'Hervé Guibert, c'est pas pour me faire mousser, c'est aussi pour dire comme tu l'as si bien dit, il y aura peut-être quelqu'un sur le bord de la route qui peut-être sera surpris de constater que Hervé Guibert peut l'intéresser. Alors que généralement, c'est un auteur, comment dire, pour arriver à lui, je pense pas que c'est facile. Il faut au moins qu'il y ait des personnes qui te disent vas-y. Et quand il y a personne, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est vrai que moi, parfois on me reproche. Voilà, je parle de Danet, d'Hervé Guibert, je parle de Ridley Scott, mais différemment. Je parle de Zack Snyder. C'est pas pour, comme tu le dis, me faire mousser. C'est parce que je pense qu'il faut parler de ces choses-là, qu'elles soient, comment dire, fortement accessibles ou fortement inaccessibles. Mais il faut en parler de manière très simple parce que tout le monde peut comprendre. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça, c'est pas ce que je te disais, c'est pas les œuvres qui sont élitistes. Hein. En fait, c'est la forme de toi, de la manière dont tu vas en parler. C'est ça qui va rendre le truc élitiste ou pas élitiste. C'est soit tu veux parler aux 5 personnes que ça intéresse, mais tu sais, dans une auto-glorification un peu, ou soit tu as envie de... Mais alors bien sûr, le truc, c'est que... Attention, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est que faut pas prendre les gens pour les bêtes, hein, pour des gens bêtes. C'est ça, quoi. En fait, c'est qu'on a confiance en eux. Et ça veut pas, en fait, parler au plus grand nombre, ça veut pas dire faire concéder le côté sérieux de ce qu'on dit. C'est juste en fait faire un pont entre 2 mondes qui d'habitude sont pas reliés, quoi. Ouais. Regarde, on a un confrère, enfin, je sais pas si toi, as souvent l'occasion de discuter avec lui, mais c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Megamax et qui lui a choisi tout simplement de faire, comment dire, de parler de cinéma, mais en utilisant pleinement le concept de divertissement. Voilà, il l'assume et donc il fait des émissions qui il reproduit des concepts qui se passent à la télévision et il les adapte sur Internet. Et comme cela, il organise des choses qui sont liées au cinéma. Et une fois, par exemple, tu vois, il a une émission qui s'appelle Touche pas à mon ciné, ça fait référence. Mais c'est une manière pour lui de recevoir beaucoup de gens qui sont issus d'horizons divers sur YouTube. Et il y a des sujets de cinéma. Et une fois, j'étais invité, donc c'était la semaine dernière, je crois. Et oui, c'était mercredi dernier. Et à un moment, il parle de plaisir coupable. Je lui dis, mais ça n'existe pas, le plaisir coupable. Ça n'existe pas. Tu aimes, c'est très bien. Mais quand tu dis plaisir coupable, ça veut dire excusez-moi les autres d'avoir ce plaisir. Non, arrête de prendre en considération les autres.
Le plus important, c'est ce que toi tu aimes. Et voilà, donc c'est un système un peu particulier et qui fait que c'est compliqué. Mais Bégodeau, tu citais Bégodeau. Bégodeau, quand on l'entend parler de cinéma, on a cette incroyable sensation qu'il est en train de te parler à toi. Il t'en sort plus intelligent à chaque fois aussi. Tu en sors plus intelligent. Et c'est ce qui fait, par exemple, moi j'aime beaucoup l'œuvre, si on suit un peu ma chaîne, on sait que j'aime beaucoup le critique Serge Dadet parce qu'il avait cette capacité, lorsqu'il parlait d'un film, on a cette impression qu'il est en train de te tutoyer et c'est assez fascinant, ça. Et c'est pas évident, c'est très dur à faire et je trouve ça assez incroyable. Ouais. Je rebondis là-dessus par rapport à les questions précédentes que tu me disais, tu vois, c'est vrai que ma chaîne, c'est exactement ça. C'est en fait essayer de parler à chaque personne. Et comme tu disais, accepter. En fait, j'accepte ma singularité. Enfin, on va dire, je l'embrasse parce que je sais qu'il n'y a que dans la singularité que tu peux être universel. Parce qu'on est tous singuliers et on va tous se retrouver que, tu vois, dans un truc très particulier En fait, si tu essayes de faire quelque chose de très généraliste et où justement tu veux te forcer à parler à tout le monde, tu vas toucher personne. En fait, il faut accepter d'être le plus sincère parce qu'on est tous des êtres humains et on va tous se retrouver dans un être humain sincère, on va forcément se retrouver dans une partie de lui, quoi. Comment tu travailles, tu es dans un média qui est YouTube. Je pense, à mon avis, qu'on ne peut pas faire fi de ce qu'il y a autour de soi. Je pense qu'à un moment, on regarde un peu ce qui se passe aussi aux alentours. Et je ne te pose pas la question de savoir quels sont les youtubeurs que tu apprécies, quels sont ceux que tu n'apprécies pas. Ça ne me regarde pas. Mais là où je veux en venir, c'est dans ta manière, toi, de questionner l'art, est-ce que tu sens des connexions avec d'autres confrères ou consoeurs sur YouTube? Sans les nommer, hein, c'est juste pour savoir. Alors, oui, mais très peu. Très, très peu, ouais. Mais aussi, mais c'est lié à mon attente, c'est que, comme je te disais, ce que j'attends quand... En fait, tu sais, j'ai souvent entendu des youtubeurs dire ça par le passé, avant que je devienne youtubeur, et je me suis aperçu que c'était la même chose. C'est pourquoi j'ai créé mon format comme ça. En fait, c'est parce que je le trouvais pas sur YouTube. En fait, je pense que si quelqu'un faisait la même chose que moi, peut-être que j'aurais pas eu l'envie de le faire, tu vois. En fait, je retrouvais pas dans le cinéma, enfin dans la critique ciné YouTube, ce que moi j'ai recherché. Mais par contre, j'ai trouvé plein d'autres choses. Enfin, là, je veux surtout pas dire que c'est que les autres c'est pas bien. Hein. J'ai trouvé plein d'autres choses, qui m'enrichissaient vraiment énormément, quoi. Hein. Bon, on parle tout le temps tous de Karim Debache, le Fossoyeur, etc. Enfin, forcément, c'est des gens qui nous ont nourris. Aujourd'hui, moi, je pourrais citer plein de chaînes qui me nourrissent, que je suis. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce truc que moi, je recherche de ma sensibilité, tu vois, un peu plus de sincérité, où tu sens qu'ils ne parlent pas beaucoup d'eux dans leurs vidéos. Et tu vois, c'est vrai que j'aime bien, en fait, avoir quelque chose de très sensible, je pense, quand on me parle d'une œuvre, tu vois, et que je sens que la personne, en fait, ça l'a bouleversée, que ça la bouleverse encore quand elle m'en parle, et que je sens encore tu sais, inconsciemment, mais qu'il y a encore ce petit frisson et qu'en fait, elle-même, elle est en train de comprendre pourquoi elle aime ce truc, quoi. Enfin, c'est pas évident, hein. En vérité, c'est pas évident à décrire tout ça parce que je me suis jamais... Toi, je l'ai pas non plus très intellectualisé, ce truc-là. Mais... je trouve que tu te débrouilles pas trop mal, hein. Depuis 40 minutes. Écoute, je vais terminer par la question que j'aurais dû te poser dès le début. C'est la première fois que ça m'arrive, et j'attends la réponse avec impatience, à savoir quelle serait cette quelle serait cette première image marquante qui, selon toi, alors attention, ça peut ne pas être un extrait de film, hein, une image, et qui, selon toi, peut-être aurait un lien avec ce que tu fais aujourd'hui. Je t'ai laissé 40 minutes pour réfléchir. C'est clair, c'est clair.
Alors, franchement, c'est difficile parce que enfin, j'ai une mauvaise mémoire. Non, mais j'ai du mal à me souvenir vraiment de ça. Vraiment, la première image qui m'a traumatisé au cinéma quand j'étais gamin, c'est Les Dents de la Mer. En fait, je crois que je suis sorti de mon lit, et j'ai rampé un peu. Je suis arrivé sous le siège de mes parents et ils m'avaient pas vu. Et en fait, c'était le moment où le requin, tu sais, saute sur le bateau. Ah oui. Et après, il fait comme ça avec l'autre qui descend. Ouais. Et ça m'a traumatisé. Mais ça m'a traumatisé au point de limite définir ma vie. C'est-à-dire que derrière, je suis devenu à la fois le pire flippé des requins et à la fois le plus passionné. Et du coup, je voulais devenir chercheur, travailler sur les requins, faire ma recherche sur les requins. Comme Richard Dreyfus, quoi, dans le film. C'est ça. Oui, c'est Richard Dreyfus. Ce qui fait qu'en fait, pendant des années, mais tu vois, j'ai été jusqu'au point de plonger avec des requins blancs en Afrique du Sud. Tu l'as fait? Je l'ai fait, et grâce à la recherche, mais sans travailler sur les requins. Mais là, ouais, là, c'était le truc ultime pour reboucler le truc. Et en fait, alors, on va dire que j'ai eu un moment. Est-ce que tu peux... Alors, je te coupe la parole, j'aime pas faire ça, mais je vais t'expliquer pourquoi je suis estomaqué. Les Dents de la Mer est un moment très fort dans ma vie. Depuis, j'ai peur de l'eau. Okay. J'ai peur des requins et je suis passionné par les requins, okay. Comme toi. Et mon rêve ultime, c'est de plonger avec des requins blancs. Okay. Donc là, je veux dire, tu as dressé le tapis. Donc maintenant, je vais me taire et j'aimerais que tu me racontes cette petite expérience que tu as vécue avec des requins blancs. Ça m'intéresse égoïstement et fortement. Ok. Wow. Oh là là. Eh ben écoute, ouais, en grandissant, vu que j'étais passionné, je voyais bien que tu pouvais aller plonger dans des cages avec des requins blancs. Et je me souviens que je voyais ça en Afrique du Sud. Des années plus tard, quand je suis devenu chercheur, mais moi je bossais sur les insectes. Hein. Je devais donner une conférence en Afrique du Sud. Et là, je me suis dit, Afrique du Sud, je vais aller voir sur Google si on peut plonger avec les requins blancs. Et j'ai vu que c'était possible et je me suis dit, tu sais, j'avais peur, hein, j'avais vraiment peur de fou, mais je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de le faire dans ma vie, quoi. Du coup, j'ai réussi à planifier ce truc. Et le truc, c'est que j'avais un nombre de jours limité et tous les jours, la mer était trop agitée. Et genre pendant 3 jours, au moins, on n'a pas pu plonger avec les requins. Et moi, j'étais avec des amis qui devaient continuer, en gros, on se faisait un road trip, on avait profité du truc. Et je leur disais, moi, vous pouvez continuer les vacances sans moi, je suis prêt à rester ici tout seul. Moi, en gros, je suis venu ici pour plonger avec des requins blancs, quoi, tu vois. Et bref, le lendemain, tout s'est dégagé. Et alors, pour te raconter, t'es sur un bateau, t'as des gens qui jettent du sang, t'es sur le bateau, t'es sur, c'est l'orca. C'est ça. Et tu vois les ailerons qui sortent de l'eau. Et oh, putain. Ça me terrifiait, mais de fou. Ce qui fait que j'ai laissé, on était plusieurs dans la cage, je suis pas monté devant en premier, tu vois, et j'ai attendu. Et en fait, vraiment, ce qui est fou, c'est qu'une fois sous l'eau, une fois le calme, ça reste très très flippant. Mais d'un seul coup, il y a un moment de grâce. Parce qu'en fait, cet aileron, tu vois, que Spielberg nous a mis dans la tête, cette peur de pas voir ce qui se passe, tu sais, d'un seul coup, tu le vois, c'est tout calme. Et en fait, c'est magnifique, quoi. Jusqu'au moment où j'ai le requin qui est venu vraiment... Mais je sais que cette demi-seconde, c'était la demi-seconde, pourquoi j'avais fait tout ce chemin, quoi. Le requin est arrivé face à moi, avec ses petits yeux noirs de nounours. Il a détourné sa tête au dernier moment. Et à ce moment-là, moi, j'ai reculé. Je me suis mis contre la cage. J'avais trop peur, quoi. Mais rien que pour ce moment, je sais que c'était l'une des expériences les plus intenses que j'ai vécues, quoi. Mais derrière, ça m'empêche pas d'avoir encore peur, une peur un peu irrationnelle quand je suis dans l'eau. En tout cas, ça a pas soigné, tu vois. Mais ça reste un grand moment. Donc, tu vois, cette première image, même si je sais pas en quoi elle a déterminé mon rapport au cinéma ou quoi, mais en tout cas, elle a quand même changé le cours de ma vie. Enfin, elle l'a impacté, quoi. Donc, et puis ça m'a permis d'écouter ça, ouais, c'est...
Mais je me dis peut-être, je me suis souvent dit ça dans tous les arts. Tu sais, moi, après, c'est ma déformation scientifique, mais j'ai besoin de comprendre, de surcomprendre le réel. Tu sais, j'adore comprendre le réel, le déconstruire, et je pense qu'il y a quelque chose qui me rassure de comprendre le réel, tu vois. Tu sais, d'avoir une emprise dessus un peu, enfin. Et je me demande si cette peur des dents de la mer, peut-être que, tu vois, comprendre le cinéma, tu vois, ça, c'est peut-être aussi un moyen de m'extirper de cette peur irrationnelle que j'ai vécue. Tu vois, de comprendre en fait comment on fait un film, que tout ça c'est faux. Enfin, tu vois, je sais pas, hein, là c'est juste des suppositions, mais en tout cas, je me suis souvent dit que ce besoin que j'ai de comprendre à ce point les choses sert certainement à me rassurer de ce qu'on vit et sur les choses auxquelles on n'a aucun contrôle, justement. Mais le réel, parfois, est-ce que cette façon d'aller chercher un peu de fiction dans un art qui s'appelle le cinéma, c'est aussi une manière, c'est parce que peut-être, vraiment je pose la question, alors je ne vais pas te demander si tu as peur du réel, parce que peur c'est un mot qui est très fort, mais est-ce que le réel t'intrigue tellement que tu as besoin du cinéma pour le comprendre? Ouais, alors là, justement, c'est assez compliqué parce que je suis quelqu'un de ultra ancré dans le réel, tu vois, justement, qui n'est pas dans le déni, qui a tendance à affronter, peut-être même suraffronter les choses trop de face. Et Dieu sait que ma vie m'a quand même amené à des choses assez dures à traverser, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que je connais des gens qui sont un peu dans le même, enfin, qui ont un peu la même personnalité que moi et qui, eux, vont surtout pas aimer les films réalistes, qui vont aller chercher l'heroic fantasy pour ce besoin de s'évader. Moi, clairement, peut-être mon réalisateur préféré, c'est Gaspard Noé. D'accord. Ok. Et tu vois, mais mon écrivain préféré, c'est Bukowski. Enfin, en gros, c'est toujours des gens très, très ancrés dans le réel, qui te montrent la brutalité, le côté brut du réel. Du coup, je sais pas trop, mais je te dis, c'est peut-être plus, ça me permet peut-être plus de moins me sentir seul à vivre le réel, peut-être. Tu vois, j'irais peut-être plus sur ce truc-là de pas être seul à faire ça. Mais aussi, j'aime tellement le réel que si j'aime autant ces films, c'est que je trouve que moi, je ressentirais jamais autant d'émotions devant Le Seigneur des Anneaux, enfin, devant un film de Gaspard Noé que devant Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Ouais. En fait, le réel, du coup, m'impacte beaucoup plus. Même quand, bien sûr, il est fictionné, tu vois. Il a besoin d'être fictionné souvent pour en tirer l'essence artistique, le truc, justement, qui va le sublimer et qui, même dans quelque chose de très triste, en fait, ça va te procurer une joie, mais une joie de la sublimation, quoi, du truc. Et que je retrouve moins justement dans tout ce qui est trop éloigné du réel. Dernière question, actuellement, avec ce qu'on vit depuis 1 an, c'est pas terrible. Est-ce que tu en as profité pour réfléchir un peu à l'après, par rapport à la chaîne, par rapport à l'évolution de la chaîne? Est-ce que tu en as donc profité de cette période-là un peu brinque-ballante pour essayer de revoir un peu l'éditorial de ta chaîne? Alors, très honnêtement, non, parce que moi, le Covid n'a pas changé grand-chose à ma vie. Enfin, si ce n'est les sorties, enfin le cinéma, la musique. Mais moi, je travaille, je suis à mon compte, je travaille depuis chez moi. Je m'occupe de la chaîne Nota Bene, je ne sais pas si tu connais. Je m'entendais parler, ouais. C'est la plus grosse chaîne histoire française. C'est un gros truc, hein, il y a presque 2 millions d'abonnés. Et en fait, je m'occupe des montages de cette chaîne. Ce qui fait que moi, en termes de travail, j'ai pas été impacté par le Covid. Donc, en fait, j'ai travaillé tout le temps pareil non-stop, plus ma chaîne. Et justement, j'ai du mal à, tu vois, à gérer tout ça. À gérer les deux, ouais. Et comme je pense que j'ai trouvé mon format, tu sais, dans lequel je m'épanouis assez bien, même si ça fait qu'une vidéo tous les 2-3 mois, pour l'instant, j'ai pas remis ça en question. J'ai plutôt assez évolué sur autre chose, c'est que jusqu'avant les vacances, alors je dis ça, je le dis avec toute bienveillance parce que quand les gens te disent ça, c'est vraiment très gentil, c'est que
sais, depuis 2-3 ans, tous les jours, j'ai des commentaires de gens qui me disent je comprends pas que t'exploses pas, qui s'étonnent toujours de mon nombre d'abonnés. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et c'est, tu vois, c'est tout le temps, tout le temps. Et en fait, moi, je vivais super mal ma chaîne entre ce que moi, j'avais l'impression d'investir justement personnellement dans mon écriture, dans mon temps et le résultat que j'en avais, tu vois. Et du coup, ça me bouffait, mais parce que je suis quelqu'un de très angoissé et tout de base, hein. Et puis que comme tu sais, tu investis quelque chose de personnel, je pense qu'il y a quelque chose qui revient de l'ordre de, bah en fait, on t'aime pas pour ce que t'es. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça, hein. Et ça, c'est par contre, tu vois, c'est quelque chose que je me suis libéré depuis septembre, où en fait, j'ai décidé de plus laisser mon bonheur aux mains d'un algorithme. Et en fait, je me dis, moi, j'essaye d'être sincère, de vulgariser des choses, de parler d'un film. Les gens qui voient ma vidéo, souvent les commentaires, ils me disent merci, ça m'a bouleversé, merci, on a bouffé de la culture. En fait, je me dis bah mon pari est gagné. Donc il faudrait que j'arrive à m'autosuffire juste de ça, tu vois, et pas chercher à donner à YouTube, à Google quoi la dépendance de mon bonheur, quoi. Donc c'est plutôt sur ce truc-là que j'essaye que j'ai beaucoup changé. J'essaye de me distancer de ma chaîne. Mais pas dans mon implication, mais dans le côté plus négatif que positif que ça m'a amené, quoi. Tu vois, c'est au tel point que j'aimerais bien faire une vidéo qui s'appellerait l'aliénation des youtubeurs. Une sorte de documentaire que j'aimerais bien faire parce que je pense qu'on est beaucoup à être allé là-dedans avec un désir d'émancipation, tu vois, du travail, de plein de choses, quoi. Et en fait, à se réaliéner par l'algorithme, par le nombre de vues, par la productivité. Enfin, tu vois, c'est totalement fou, je trouve, en fait. Et donc, c'est un peu là-dessus que j'ai évolué. Mais tu vois, je vois bien que ça revient quand même. Dès que tu sors une vidéo, si ça marche pas comme tu veux, ou tu vois que ton nombre d'abonnés chute, ou des trucs comme ça, bah, ça t'impacte toujours. Donc voilà, pour répondre, j'ai pas trop... Enfin, la ligne éditoriale, je pense, va pas beaucoup changer. C'est peut-être plus... moi, j'essaye d'essayer de prendre plus de plaisir que je le fais à écrire une vidéo. Parce que ça étonne beaucoup de gens, mais quand j'écris une longue analyse, je prends pas tant de plaisir. Je le fais avec plaisir, j'ai envie de transmettre, mais moi, je prends pas tant de plaisir que ça au moment où je le fais. Je sais pas trop pourquoi, mais je pense que je me mets trop la pression, tu sais. À vouloir faire le truc bien, à ce que ce soit carré, que ça soit pas mal compris. En fait, je pense que j'essaie tellement d'être dans un truc. Quand je dis perfection, c'est pas perfection au sens pur, mais perfection par rapport à ce que moi je m'impose. Donc voilà, ouais, je dirais être moins tyrannique avec moi-même. Avec toi-même. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu la révolution de cette année, tu vois, pour moi, c'était ça. En tout cas, personnellement, ce fut un plaisir de discuter avec toi et parce qu'il y a nous avons des points communs sur cette réflexion qu'on peut avoir sur comment parler de cinéma, comment questionner l'art, mais aussi l'autre, comment échanger ça avec l'autre. Et je trouvais ça assez gratifiant et c'était vraiment un plaisir. Alors, bien évidemment, sur la page descriptive donc de cette vidéo, vous pourrez retrouver le lien qui vous enverra vers la chaîne de Dead Wheel et que je vous invite vraiment à regarder et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver peut-être au cours d'un live, comme on dit, chez moi, chez toi ou chez quelqu'un d'autre. Ça me ferait super plaisir, mais en tout cas, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup aussi d'avoir été très compréhensif sur les nombreux entretiens que j'ai dû annuler. Mais en tout cas, je suis très content qu'on ait pu enfin. Moi aussi. Ouais. C'était vraiment plaisant. Et je vais lancer le générique, mais avant cela, je voulais encore une fois de plus te remercier. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Bon, merci beaucoup. Tu restes encore un petit peu parce que je lance le générique, mais après, il faut que je te dise au revoir quand même de manière officielle. Merci beaucoup et à très vite. Ciao. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle for